On est ravis de commencer la nouvelle saison, on va dire, la programmation culturelle Artissimo avec la conférence de Amel. On est aussi très content de nous montrer ce samedi. Je ne vais pas trop tarder, ni trop... Amel est une artiste globe-trotteur. Elle va un petit peu aussi expliquer son parcours durant son exposé. Je voulais remercier Assia Mezani qui était un peu l'intercesseuse, qui était l'intermédiaire pour organiser cette conférence ici à Artissimo. Alors, je la remercie vivement pour l'initiative. Moi, j'aime beaucoup quand les gens se rapprochent aussi d'Artissimo, qui proposent aussi des conférences aussi intéressantes. C'est aussi le rôle et les fonctions d'Artissimo. C'est aussi, je pense, un sujet salutaire qui est de déconstruire l'imaginaire colonial. C'est un sujet qui est rarement abordé en Algérie et Amel l'a apporté sur un plateau. Je le remercie. Et donc je vous demanderai, pour ne pas interrompre ta conférence, de vouloir bien éteindre ou mettre en sourdine vos téléphones respectifs pour le respect de l'intelligence collective qui va naître de tout ça. À toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Je dois m'excuser parce que je parle tellement anglais que parfois j'ai perdu un peu mon français. Mais je n'ai pas perdu mon dialecte algérien, par contre. Donc je peux sauter en différentes langues. Rapidement, je peux me présenter. Merci. Vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Moi, j'ai commencé par l'Allemagne. J'étais germanisante ici. Et quand j'avais eu ma licence, j'ai décidé d'aller en Allemagne. Et je suis partie en Allemagne toute seule, comme une grande. Et je parlais couramment en allemand. Mais vous savez, quand vous vivez, c'est drôle, comme on dit chez nous, c'est une autre histoire. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à être intéressée par notre culture. C'est quand on part de chez soi qu'on commence à retrouver les valeurs que nous avons dans notre pays. Surtout, vous savez, à mon âge, moi j'avais pas d'identité. Et les étudiants arabes me disaient, mais qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas française, vous n'êtes pas arabe. Et j'avais aussi un prof. J'ai fait des études orientales, j'ai fait aussi de la linguistique et tout ça, et qui me disait tout le temps, vous les Algériens, vous êtes assis entre deux chaises. Il me faisait tout le temps à me faire sentir que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu une rage de lire, d'essayer de comprendre qui j'étais. Bien sûr, il y avait mon père, ma famille qui me rappelait qui j'étais, mais quand même, il faut faire il faut connaître notre histoire parce que je suis aussi, je ne vais pas me cacher, je suis aussi une fille de la guerre. Je connais la guerre quand j'étais enfant. Et nos ancêtres les Gaulois et le christianisme et notre religion et tout ça, on était obligés d'apprendre ça par cœur. Donc c'est en Allemagne que j'ai commencé à vouloir comprendre qui j'étais en tant qu'Algérienne et de lire Assia Djebar par exemple, d'essayer vraiment de me cultiver, de revenir à ma source, de me retrouver. Et bien sûr, il y a un moment où on veut tout changer, on pense qu'on peut rentrer en Algérie, changer tout, et puis on se rend compte que bon, je ne suis qu'un grain de sable par rapport à tellement de gens. Et moi, je suis partie, je ne peux pas me permettre de changer toute notre société. Donc, c'est là où j'ai commencé, surtout par ma sœur qui habitait à Paris. C'était elle qui m'a apporté une fois une carte postale. Et je regardais cette carte postale et j'étais un peu vraiment
blessée, choquée, j'étais en colère de voir comment on était représentés, nous, les femmes algériennes. Et puis après, il y avait Béranger qui avait publié son livre un hommage à la femme algérienne. Et quand j'ai vu j'avais acheté ce livre et ça m'a rappelé ma mère. Ça m'a rappelé ma grand-mère. Parce que je me rappelais quand le soldat était venu avec un photographe et que les femmes de ma famille étaient obligées d'enlever leur foulard pour qu'elles aient une carte d'identité. Et ça, c'était vraiment horrible. Elles étaient vraiment très, très... elles ne savaient pas quoi faire. Moi, je n'avais jamais vu les cheveux de ma grand-mère. Et tout d'un coup, elle est là. Et je crois que si certains de vous sont passés par là, vous comprenez de quoi je parle. Parce que Béranger, quand vous voyez ces photos, une chose qui est très, très importante, c'est le regard de ces femmes. Elles ne se laissaient pas abattre. Le regard était un regard de résistance incroyable. Et donc, voilà, j'ai vécu aussi en Angleterre, à Londres assez longtemps, et j'ai continué toujours à essayer de collectionner ces cartes postales, qui à l'époque étaient peut-être 10 livres ou quelque chose comme ça. Et puis il y avait tous des collectionneurs incroyables. En France, si vous allez dans les bus, vous trouvez les cartes postales du Maroc et de Tunisie. Il faut demander les cartes postales algériennes. Et là, il vous sort une grande caisse avec toutes ces cartes postales. Et ce qui m'avait choqué, c'est de voir ces femmes qui, il y a la peur dans leur visage. Elles sont jeunes, elles ont été vraiment... elles nous représentent en plus de ça. Elles nous représentent. Et alors, de l'Angleterre, je suis allée aux États-Unis. Et quand j'étais aux États-Unis, donc j'avais une compagnie d'abord de danse en Allemagne, et j'en avais une à Londres. Et quand je suis allée aux États-Unis, je peux vous dire que je suis danseuse, et je suis fière de l'être, et je suis chorégraphe, et je fais beaucoup de choses sur ma culture, et je n'ai pas à avoir honte de l'être. Et j'étais la première qui s'est concentrée sur les danses maghrébines, et surtout les danses amazighes que nous avons, qui sont vraiment extraordinaires. Et quand je restais dans les foyers de certaines danseuses, je trouvais ces cartes postales en tant que magnètes sur leur frigo ou des cadres, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec ces cartes postales? Bien sûr que non, parce que malheureusement la danse orientale, qui est tellement extraordinaire, que tout le monde veut faire, etc., c'est une danse qui vient de l'orientalisme, pur et simple. Et l'orientalisme est encore dans l'esprit de la petite fille européenne qui lit les mille et une nuits et qui veut être Shahrazad quand c'est le Halloween ou un costume, et aussi les femmes. Donc elles ont toujours continué à soigner cet orientalisme qui n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec ma danse, ça n'a rien à voir avec ma culture. Et je me suis dit, bon, au début j'étais plus jeune, donc j'étais beaucoup plus en colère, mais avec le temps, je me suis dit, la seule chose de leur faire comprendre, ça, c'est d'écrire. C'est de donner des conférences, de leur expliquer que nos danses, moi je leur dis, c'est pas Halloween. Et je le dis maintenant, et je le dis avec sourire, et je le dis aussi avec la façon dans laquelle les Européens, je parle des Européens, pas seulement des Français, pensent que oui, on est quand même encore
une boule d'émotion. Oui, je suis une boule d'émotion. Je ne le cache pas, mais j'ai essayé d'apprendre à parler différemment. Parce que j'ai le droit d'être une boule d'émotion. Vous ne pensez pas? Quand quelqu'un est en train de me dire quelque chose en face, que je devrais montrer mon ventre, non, je n'ai pas montré mon ventre. On a des costumes extraordinaires et je n'ai pas à danser sur scène avec l'érotisme de l'orientalisme. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Là, il faudra que je joue avec les deux là. Ça, c'est un peu une introduction, de quoi je vais parler. Un peu d'orientalisme, parce que vous savez, il y a tellement de choses à dire sur l'orientalisme, mais comme c'est la première fois peut-être que quelqu'un vous parle de carte postale coloniale, je vais vous concentrer là-dessus. Bien sûr, il y a deux photographes qui étaient très très connus, c'est Nordine et Geiser, il y en avait encore un autre, c'est Lenner, mais surtout ces deux-là, c'est vraiment incroyable. Comment ils ont pris les photos, tout a été stage, préparé pour justement ça, orchestré. Malek Alula, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était le mari de Assia Djebar, et il avait écrit un livre qui s'appelle Le Arabe colonial. Les messages des cartes postales, aussi le colonialisme français, c'est entré dans l'espace privé des femmes. Et là, j'aimerais aussi vous parler de ce qui s'est passé pendant cette période, parce qu'il y a eu des photographes, des ethnographes qui ont été spécialement entraînés, mais c'était des femmes françaises pour pouvoir entrer dans l'espace privé féminin. Puis il y a les musiciens, il y a les danseuses. J'ai parlé des Mauresques, mais j'aimerais parler des Nailiettes, parce que les Nailiettes, la majorité des cartes postales, on parle des centaines et des milliers de cartes postales. Et ça, ce sont surtout les cartes postales de femmes algériennes. Il y a eu des cartes postales des femmes marocaines, tunisiennes, etc. Mais le but, le cible, c'était surtout les femmes algériennes. L'anthologie des saints, parce qu'il faut quand même qu'on parle de ces cartes postales. Peut-être la moitié de ces cartes postales coloniales, c'était des cartes postales, avec tout mon respect, de femmes nues. L'attraction exotique. Et j'ai aussi ajouté quelque chose qui n'a pas été vraiment accepté quand j'étais en France, c'est la beurette. Hein? Ce qui se passe avec la beurette aujourd'hui, c'est encore une autre... C'est aussi un peu cet exotisme de cette nord-africaine en France. Voilà. Et puis la conclusion. L'orientalisme, comme vous le savez, l'orientalisme c'était au XIXe siècle. L'Orient avait commencé avec Carmen, et puis après ça s'est propagé sur notre part du monde. Et l'orientalisme, c'était les peintures. La plupart de ces orientalistes, de ces peintres orientalistes, n'ont jamais rencontré les femmes algériennes. Le seul, c'était Delacroix. Et encore, hein, ils n'étaient pas restés pendant une semaine en train de les voir, c'était seulement pendant un après-midi. Donc, il y a pas mal de fantaisies, sur l'érotisme, fantaisies sur même la plupart de ces femmes, celles que vous voyez là, les femmes sont toujours affalées, comme si elles n'avaient rien à faire. Hein, elles étaient là en train d'attendre, de s'offrir à cet Européen masculin qui va venir les sauver de leur ennui, etc. Et bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'orientalisme, cette image fantaisiste que l'Occident a propagée sur notre culture. Les représentations de l'Orient ont été inventées de toutes pièces par les Européens eux-mêmes, et ce depuis des siècles. Et ce regard ethnocentriste
il faut le changer, il faut en parler, il faut que ça change. Et bien sûr que maintenant, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de publications là-dessus, mais c'était surtout ce regard sur la femme algérienne. Et bon, bien sûr, la danse c'est quelque chose d'extraordinaire, mais la danse, c'est... Vous pouvez trouver, par exemple, une peinture comme ça, on a l'impression que c'est bien, c'est correct. Il y avait une danseuse qui m'a dit « Ah, mais c'est bien qu'il y ait des cartes postales coloniales, au moins on voit les costumes. » Moi, je regrette, je ne suis pas d'accord. Alors, les cartes postales coloniales, c'était au XXe siècle, une partie importante, c'était des millions de cartes postales produites chaque année en France, affichées des vues. Donc, il y avait les vues, des panoramas, il y avait des types, alors il y avait les gens du désert, vous avez la mauresque, vous avez les naïviettes, etc. Et les Français ont photographié ces femmes algériennes, elles étaient toutes appelées les Fatma. Hein, vous savez, je ne sais pas si vous savez que je suis désolée, Fatma, je t'adore. Oui, mais c'était les Fatma. Hein, il y a même des chansons. Vous vous rendez compte des chansons de soldats français, la Fatma, et ils essayent de danser, de se dire la Fatma, la Fatma. Donc, c'était affiché dans ces images de cartes postales qui étaient renvoyées avec des messages très très courts. On va en parler dans un moment. Ça, c'est les photographes qui étaient les plus connus. Alors, c'était les frères Nourdine, qui était suisse d'ailleurs, et Geyser. Et Geyser était suisse aussi. Alors, entre 1900 et 1930, les photographes des frères Nourdine et Jean Geyser ont produit un grand nombre de photos de femmes algériennes sur le marché européen. Les femmes sur les photos ne sont pas nommées. Les cartes postales portent des légendes personnelles, telles que femmes du Maghreb, femmes du Sud, femmes d'Alger ou femmes mauresques. Ça, c'était très fréquent. Une dizaine d'entre elles portent des noms comme la belle Fatima ou la belle Fatma. Une femme algérienne est restée un objet dans lequel se projette une image. Je suis sûre que vous connaissez certaines de ces cartes postales, surtout celle qui est à gauche. Au tournant du siècle, le gouvernement français a financé ces deux photographes, qu'on appelait très souvent les images ND, pour des guides de voyage afin de développer le tourisme en Algérie. Les cartes postales ont été traitées et éditées à Paris, puis commercialisées en Algérie. Elles ont été donc achetées, vendues et oblitérées en Algérie. Le catalogue contenait 1320 avec vue panoramique et 201 types, dont la plupart sont les femmes algériennes. Les cartes expriment la différence et une séparation aussi entre l'européen ou entre le français et l'Algérie. Alors, celle-ci, vous la connaissez, elle était normalement en noir et blanc, maintenant on peut la trouver en couleur, et elle a posé, vous la trouvez dans différentes positions. Celle que vous voyez au milieu, ça c'est typique que les femmes étaient entre les fenêtres, comme si elles étaient des bêtes enfermées, elles étaient en cage, quoi. Et la troisième, c'est une Neilia, et c'est ça ce qui est important, c'est intéressant, c'est qu'on les bourrait de bijoux. Hein? C'est des tonnes et des tonnes de bijoux, et si vous vous connaissez avec les bijoux de chez nous, moi je m'y connais avec ces bijoux-là, parfois c'est un mélange, et parfois il y a une certaine beauté, je ne déteste pas ces cartes postales, mais regardez le visage de cette jeune fille, c'est un regard, elle ne sourit pas, elle est là, elle ne sait pas ce qui se passe, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder, de voir ce regard qui est pour moi le même regard que le regard que ma mère avait quand ce soldat est venu avec ce photographe la photographier.
Alors ça, on a... Oui, j'ai déjà vu, je suis désolée. Les cartes postales Geyser, alors ce qui est intéressant avec Geyser, c'est qu'après, il s'est installé en Algérie. C'était aussi de 1900 à 1930, le photographe suisse a produit, Geyser, un grand nombre de photos de femmes algériennes nues sur le marché. La plupart, lui, il s'est vraiment ciblé sur la femme algérienne nue. Elles ne sont pas nommées. Les cartes postales portent des légendes comme femme du Sud, femme d'Alger, etc. Une douzaine d'elles portent des noms comme la belle Fatma. En 1874, Geyser a ouvert son propre studio à Alger. Il est devenu le photographe colonial le plus connu de la seconde moitié du 19e siècle. Et puis, Aloula, 1987, il a publié le harem colonial et il a organisé les cartes postales dans un ordre bien défini par des séquences d'images. Donc vous avez femmes voilées, femmes en prison, ce sont les femmes où vous les voyez derrière les barreaux, femmes dans leur foyer, couples et familles, femmes dans les harems, artistes, couples de femmes, et terminant son livre par une anthologie des saints. Et avec des femmes nues, avec des légendes telles que tu veux faire la fête, chérie, ou oh, qu'est-ce qu'il fait chaud, ou encore une fois la cruche cassée. De nombreuses cartes postales montraient des femmes algériennes dans leur silhouette drapée, élaborée, des gilets brodés, affalées sur des divans, avec la cigarette à la main. Et ça, c'est encore un autre truc que maintenant j'en parle parce qu'il y a des Américaines qui essayent de faire une danse algérienne, et c'est souvent une danse daily, et quand elles sont sur scène, elles ont une cigarette. Et je leur dis, et là je gueule, je leur dis, même si vous faites du burlesque, vous n'avez pas de cigarette sur scène. Mais pourquoi quand c'est les danses de mon pays, vous devez avoir une cigarette? Certaines me snobent, certaines m'attaquent, et certaines acceptent la communication avec moi. Une qui était d'origine mexicaine, aussi d'une tribu, elle m'a téléphoné, on a parlé, puis je lui ai dit, s'il te plaît, moi je suis pour la dignité de la femme. Je suis pour la dignité de la femme algérienne. Et si tu veux faire quelque chose d'algérien authentique, nous, on n'a pas de cigarette. La cigarette, c'est les cartes postales. La cigarette, vous la trouvez chez les Mauraises, les cartes postales de femmes mauraises. Vous la trouvez aussi les naïliettes. À chaque fois, c'est une cigarette. Voilà. Là, vous avez le narguilé. Hadi, elle est là, en train d'attendre. Celle-ci, c'est encore une autre paire de manches. Je suis désolée si je suis tellement émotionnelle, mais j'espère que vous comprenez pourquoi. Bon, les messages des cartes postales coloniales, elles ont transmis un message de supériorité et de détails exotiques de l'intérieur algérien à l'Europe. Elles ont servi de substitut pour le besoin de conquête politique et militaire. Aloula dénonce l'oppression, la violence que le colonialisme français a employé en Algérie. Il révèle que pour le colonisateur, la femme algérienne dans la carte postale est accessible, elle est crédible, elle est rentable. Et là, vous avez encore une fois une petite fille. Pour moi, c'est une petite fille. Ce n'est pas une femme. Derrière les barreaux, là, deux femmes affalées qui n'ont rien à faire. Et ça, vous trouvez ça dans l'orientalisme, hein, femmes âgées dans leurs appartements, hein, elles sont affalées, c'est comme si elles n'avaient rien à faire. C'est comme si on n'a pas d'enfants, on s'ennuie. On attend le colonialiste français pour nous sauver de cet ennui. Et là, c'est quelque chose qui est assez triste pour moi, c'est les cafés qui ont été créés à Biskra, par les Français. Les Iliettes, ce n'était pas comme ça qu'elles étaient.
c'était des cafés où vous voyez, il y avait une petite chambrette, et c'est là où prostitution s'est développée, abus, etc., etc. Oui, entrer dans l'espace privé de la femme algérienne. Les femmes algériennes étaient photographiées dans des studios. Souvent des studios avec peut-être une vue, un panorama, les palmiers ou le chameau, des trucs comme ça. Mais tout a été fait dans les studios. Donc c'était, comment on dit, setting up, staged. Mise en scène. C'était une mise en scène. Les modèles utilisés ne représentaient pas les véritables femmes algériennes. Hein. La plupart c'était des orphelines, ou bien c'était aussi le résultat de la guerre et de la famine. C'était des femmes peut-être veuves, c'était peut-être des prostituées. La plupart d'entre elles étaient des victimes de guerre, des orphelines, comme j'ai dit, des prostituées, obligées de poser pour l'objectif du photographe. On ne sait pas si elles ont été payées. On n'a aucune notion, on ne sait pas d'où elles venaient, on ne connaît pas leur histoire. Le photographe n'était pas intéressé par la biographie des modèles, ni les raisons pour lesquelles elles posaient devant la caméra. Le photographe se concentre sur le regard du voyeur colonialiste, dont le but est, bien sûr, l'argent. C'était faire... c'est un business comme un autre, et aussi le pouvoir. Les cartes postales violent l'espace privé avec intention, en rendant les femmes algériennes prisonnières du regard du photographe. Et là, j'aimerais bien parler de l'époque où le gouvernement français a permis aux femmes françaises de devenir ethnographes, de devenir photographes. Et je ne sais pas si vous connaissez certaines, bon, par exemple Germaine Tillon. Il y a une qui était dans les Aurès qui s'appelle Mathia Gaudy, qui a fait vraiment une recherche extraordinaire sur les Chaouia, et on a d'autres. Mais ces femmes-là permettaient au gouvernement français d'entrer dans l'espace féminin. Et moi, je me rappelle, ma mère me parlait toujours de la femme du général, du colonel, qui venait de temps en temps les voir et apporter des catalogues. Et elles avaient une certaine amitié sans parler la langue l'une de l'autre. Mais il y avait certaines de ces femmes françaises qui faisaient l'effort d'apprendre un peu la langue. Mais même leurs études ou même leurs publications, moi je suis désolée, c'est toujours avec le nationalisme français, avec l'idée du colonialisme français. Alors là, vous avez l'espace de femmes. Ça, c'est aussi très très intéressant pour les photographes de donner un autre message sur les femmes algériennes, en les prenant en tant que deux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, elles ne sont pas seulement des femmes avec peut-être qu'il y a quelque chose de caché quand on les voit comme ça toutes les deux. Là, vous avez des femmes qui sont musiciennes, et ça c'est aussi très intéressant parce que parfois, comment elles tiennent l'instrument, ça me montre que ce n'était pas vraiment des musiciennes. On a décidé, ce serait bien d'avoir des musiciennes pour ajouter à la collection. Et puis voilà, regardez-les, elles sont tristes, elles ne savent même pas ce qui se passe, mais vous avez la mise en scène derrière, il y a peut-être un rideau ou quelque chose, et puis voilà, elles sont assises là. Et là, vous avez encore l'intérieur féminin, elles sont ensemble, ou on ne sait pas si elles discutent, ou il n'y a pas de vie, il n'y a pas rien, moi il n'y a rien dans ces cartes postales. Elles sont statiques, figées, il n'y a pas de vie. Mais c'est très, très érotique, c'est très exotique. Et les musiciennes et les musiciens, intéressant parce que cette carte postale que vous voyez là-bas
À droite, Maroc-Orient, c'est pas une carte postale du Maroc, c'est une carte postale d'Algérie. Celui qui est au milieu, il est français. Donc vous avez un mélange, vous avez aussi ce qui est intéressant, comment vous voyez, il faut aussi une différence entre les couleurs. La femme qui est un peu plus foncée, ou l'homme qui est plus foncé, comme vous le voyez, il est complètement au fond. Il y a un truc qui... Oui, ça semble être beau, mais pour moi, qui me connais en musique, quand vous jouez de la musique, bon, c'est possible que vous trouviez des photos comme ça, mais il y a ce côté statique. La dernière ici, elle jouait de Bendir. Alors il y avait une, elle jouait, c'était écrit Femme du Sud, elle avait une tambourine. On ne joue pas de la tambourine dans le Sud. C'est le Bendir, c'est tout. Donc il y a différents messages. Ici vous avez bien sûr, il faut qu'il y ait le café, le rituel du café. Elle a l'autre elle a, je pense, je ne sais pas si c'est vraiment, je crois que c'est une tambourine. Oui. Et ça c'est les musiciennes. Ensuite ce sont les femmes mauresques. Alors les femmes mauresques, bien sûr vous avez le costume. Celle-ci, elle ouvre son rideau, elle welcome, elle reçoit, elle a un petit sourire. Là, ce sont deux, encore une fois. Et puis là, vous les voyez assises, elles sont en train de prendre quelque chose. Celle-ci, bon, bien sûr, c'est intéressant de voir les costumes. Ce sont des costumes très très beaux, mais le fait qu'il n'y a pas de filles, il n'y a pas... C'est vraiment, encore une fois, staged. Les danseuses mauresques, il n'y a pas de mouvement. Hein? Est-ce que vous trouvez que celle du milieu, il y a un mouvement là-bas? Moi, je ne trouve pas ça. Il n'y a pas de mouvement. Même celle de gauche, bon, on ne danse pas comme ça, avec une tambourine. Hein? C'est pas un truc... Celle-ci, vraiment, c'est la façon dans laquelle elle présente les danseuses, ou les photographes présentent les danseuses. D'accord, il y a le foulard, mais même comment le foulard est tenu, il y a quelque chose pour moi qui cloche. La danse donne aux colonisateurs un exutoire physique. Par le mouvement, la danse prolonge et perfectionne le délire érotique. Cette fête du corps est d'abord un spectacle pour un seul individu, le spectateur voyeur, à savoir le photographe. C'est bien sûr le photographe, mais aussi c'est l'autre spectateur, c'est le client, celui qui achète ses cartes postales. Les nailiettes. Alors, pourquoi les nailiettes plus que les azéliettes des Aurès ou les autres? C'est tout simplement parce qu'ils ont créé une gare et qu'il y avait les soldats qui habitaient à Oussaada ou à Biskra. Donc ça a ramené en plus l'oasis de Biskra était devenue une oasis où il y a beaucoup de touristes du monde entier qui allaient. Et c'était un peu, bon, on y allait aussi pour les danseuses et les nailiettes, moi je les appelle les nailiettes, étaient entraînées dans l'art de la danse depuis l'enfance. Elles quittaient leur foyer pour s'installer dans une autre ville voisine en tant que danseuses et elles étaient payées par des bijoux, des louis d'or. Et quand elles avaient assez, elles retournaient chez elles choisissaient leur mari et elles arrêtaient la danse et elles transmettaient la danse à leurs enfants, à leurs filles. Pendant la période de famine et de guerre, la femme avait une certaine liberté pour pouvoir survivre et assurer son statut économique. Le colonisateur a créé des cafés à Biskra pour faire d'elles des prostituées. Le malheur, c'est que ça ne s'est pas arrêté là.
après, on les a poussées à danser nues. Et quand elles dansaient nues, elles avaient un drap entre elles et les musiciens parce qu'elles ne voulaient pas que leur tribu voit qu'elles dansaient nues. Et ça, c'était le début de la destruction complètement de cette danse qui est vraiment extraordinaire, qui n'a pas existé pendant un certain temps. Elle-même voulait s'arrêter. Et quand c'était les années 70, disons les années 60, où la danse n'était plus la danse qui était autrefois, elle mettait on appelle ça, un plateau avec les verres, elle dansait avec ça, elles ont commencé à faire un peu d'acrobatie, etc., etc. La cruche en plus, etc. Donc ce n'était pas devenu une danse authentique, c'était devenu une danse pour les touristes. Un peu comme les chiffrettes au Maroc en ce moment. Voilà, et ce qui se passe en Tunisie. Alors, l'anthologie des saints, les cartes postales coloniales sont mises en scène avec leur description simple d'un lieu étranger de ses habitants, persuadant le spectateur français de l'authenticité des photographies. Elles ont été conçues pour convaincre ceux qui vivent en France que l'Algérie et ses femmes, au sein nu et piégées, étaient mieux loties. Étant colonisée, la carte postale coloniale s'inscrit dans la rhétorique du camouflage, comme le dit Aloula. Il s'agit d'un truc du miroir qui se présente comme un pur reflet. Et quand les Français sont venus ici, quand ils trouvaient les femmes algériennes, elles étaient toutes voilées. Mais ça donne complètement une idée complètement fausse. Voici les cartes postales coloniales. Alors, quand ils achètent une carte, en écrivant un message au dos de l'image, un touriste français marquait sa présence à cet endroit. Les messages des cartes postales étaient abrégés. Les cartes postales montrant des femmes seins nus n'ont souvent pas de message, pas de timbre ou de cachet de la poste, ce qui suggère qu'elles n'ont jamais été envoyées et ont été conservées ou qu'elles ont été envoyées dans une enveloppe. Une carte postale représentant une jeune mauresque exposant sa poitrine est signée souvent « Bonjour lointain ». Les images de femmes fumant et montrant leur corps n'ont pas été évoquées dans un guide. En général, dans les guides touristiques de l'époque, à la fin, il y avait une carte postale, peut-être d'un couple, bien sûr des tas de vues panoramiques, et aussi d'une femme. Mais bien sûr, le puritanisme, etc., n'avait pas permis ça. L'image de la carte postale montre ce qui ne peut être décrit. L'image sur la carte introduisait l'érotisme dans les échanges sociaux. Et là, vous voyez la mauresque avec la cigarette, et vous voyez une jeune qui serait décrite femme du Sud. Pardon? Oui, merci d'en parler, Fatma, parce qu'à l'époque, c'était aussi la mode. Et je vais en parler dans un moment. C'est que les Françaises, surtout les pieds noirs, voulaient être déguisées en algérienne et prenaient des photos comme ça. Oui, elle pouvait être une Française, certainement. Attraction exotique et racisme, même si les collectionneurs de cartes postales étaient des hommes, les cartes postales étaient adressées à un public féminin. Les femmes conservaient les cartes postales dans des albums. Dans l'article du magazine féminin de l'époque, il y avait un article sur les femmes du désert. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans toutes les recherches que j'avais. C'était le barbarisme qui était décrit sur notre beauté. Une Française évoque les parures comme des draperies fluides, attachées par une abondance de bijoux barbares.
L'article réaffirme la supériorité du colonisateur, ajoute que les femmes algériennes ne se baignaient pas. Néanmoins, ces images offrent aux Françaises une fascination érotique. Et les Françaises créaient en France des après-midi ou des soirées où elles étaient déguisées en femmes algériennes et essayaient de se comporter un peu affalées dans les divans avec le plateau de thé ou de café, etc. etc. La beurette. La beurette, comme vous savez, le mouvement beurre a été créé dans les années 80, où il y avait pas mal de chômage, beaucoup de conflits, et je ne sais pas si vous êtes au courant du mouvement beurre, mais je suis sûre que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. Il y avait seulement le mot beurre qui vient, c'est du verlan qui vient du mot arabe, et le mot beurre devait être positif. Puis tout d'un coup, on a parlé du pourquoi pas un mot pour les femmes, et c'était les beurettes. La construction du mythe de la beurette s'est développée au cours du siècle dernier. Le terme désormais avait un double sens, c'est-à-dire que les femmes qui sont nées en France ou qui vivent en France étaient des beurettes. Mais je suis désolée, si vous allez dans Google et vous mettez le mot beurette, ça c'est la pornographie. Et quand certaines voudraient s'en débarrasser, d'autres s'en servent comme une arme d'émancipation. Et il y a eu un mouvement de femmes, des manifestations en France de femmes immigrées, françaises d'origine nord-africaine, qui étaient contre ce terme, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment changé en France. C'était au 19e siècle ou au 20e siècle que c'était cette image de l'Algérienne qui était complètement fausse, et maintenant c'est l'image de la beurette. Alors c'est la raison pour laquelle tantôt elle est héroïne et tantôt elle est victime. Et ça, c'était justement ces manifestations qui se sont faites en France. Et il y a aussi des publications là-dessus. C'est très très intéressant. Et quand j'ai fait cette conférence en France, c'était surtout pour les Maghrébines qui étaient là. Malheureusement, elles ont toutes refusé qu'il y avait un problème. Mais il y a un problème avec ça. Donc, il y a un nouveau terme qui s'est créé, et le terme, c'est la bureaucrate. Oui. Oui, bureaucratie, une démocratie dans laquelle les bureaucrates sont libres et égaux en droit. Et ça, c'est aussi pour le travail, que les femmes d'origine maghrébine puissent avoir un travail et qu'elles soient payées de la même façon que les Français. Et pour terminer, ça c'est ma conclusion. L'ironie, c'est que les collectionneurs continuent à collectionner et les prix sont de plus en plus élevés pour ces cartes postales coloniales. Bien sûr, c'est encore le fric. Vintage, c'est un terme anglais, et ça, il y a pas mal de gens qui voient ces cartes postales comme du vintage, c'est ancien, et qui, bien sûr, les collectionnent. Mais qu'en est-il des modèles? Des filles qui étaient orphelines, qui ont été maltraitées par les photographes français. Dans ces cartes postales, les femmes sourient rarement, elles n'ont ni nom, ni histoire, ni expression. Réduire le terme beurette à la pornographie est humiliant et dégradant. Pour moi, c'est la dignité de la femme. Comment retrouver le respect de toutes les femmes algériennes en France et aussi dans leur pays? Parce que ma grand-mère, mes ancêtres, votre grand-mère, vos mères, on est toujours en train d'essayer de trouver un moyen d'être respecté. Et
Comme je suis Chaouia, Dihia pour moi est très importante et je l'appelle Dihia. J'ai écrit un article sur elle où j'ai refusé de l'appeler Kehina parce que si vous avez en Égypte, le mot Kehina est très très péjoratif, même le mot Dihia est péjoratif. Et pourquoi ne pas lui redonner son vrai nom? Parce que c'était une femme qui était aussi guerrière, qui était reine. On n'a jamais parlé de son mari, c'était la reine. Fatima Nsouma, c'était aussi une femme guerrière et que nous avions cette histoire qui est extraordinaire de femmes qui luttaient et qui ont changé tellement de choses dans leur société et que maintenant on doit continuer. Moi je continue toute seule là où je suis en Californie, mais j'aimerais seulement vous donner un peu d'inspiration que nous devons retrouver cette dignité. Moi je parle de ma dignité en tant qu'Algérienne, mais on a besoin de cette dignité pour continuer. Je ne parle pas d'une lutte contre l'homme. Le féminisme européen n'est pas mon féminisme. Le féminisme, pour moi, c'est l'homme doit être de notre côté. Et ce qui s'est passé pendant le Hirak, c'était ça. Hein? Et j'espère que vous avez apprécié cette discussion un peu émotionnelle. Et je vous remercie énormément d'être ici. C'est la première fois que je présente quelque chose en Algérie. Et je me rappelais, je disais toujours, quand je donnais des conférences à tous ces étrangers, je leur disais, j'aimerais un jour revenir en Algérie et parler et partager avec vous toute cette recherche que j'ai faite. Parce que ma recherche, ça a commencé aussi avec la colère. La colère de ne pas savoir qui je suis. Et maintenant, je sais qui je suis. Je suis moi. Je suis algérienne, mais je suis moi. Moi. Et j'espère que ça pourrait vous inspirer. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, merci à Artissimo, à Nassim et surtout à Asia de m'inviter à parler. Et je suis vraiment comblée c'est mon honneur d'être ici et de partager tout ça avec vous, même si je pars demain. Merci beaucoup. Si vous avez des questions? Oui. On a une question. Merci beaucoup de votre présentation. Donc moi je me présente, c'est Caron Fakhazi. Je suis issue de la tribu des Ouled-Naïm. Donc j'aurais aimé les mettre entre parenthèses pour les évoquer dans vos textes. J'ai travaillé beaucoup sur la prostitution des femmes des Ouled-Naïm, entre guillemets. Et donc j'ai eu une publication qui a été faite ici, qui a été publiée ici, sur la prostitution pendant la période coloniale. Mais j'étais dans la même colère que vous, mais aujourd'hui je ne le suis plus, parce que je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait en amont, qui a été fait depuis très longtemps par les universitaires. On travaillait beaucoup sur la carte postale, j'ai travaillé énormément sur le travail des orientalistes. Et les orientalistes, pas simplement au niveau de la carte postale, mais au niveau de la littérature, de la culture, et plus particulièrement d'Étienne Diné, dont j'ai été fondatrice du musée Étienne Diné. Et donc j'ai travaillé et je n'ai pas du tout la même colère aujourd'hui par rapport à ce que vous avez évoqué. On a l'impression que 62 ans après, on est quand même capable de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, d'abord la construction du terme de la femme des Ouled-Naïm prostituée, notoire, mais pas du tout évoquée de la même manière. Si vous allez voir sur les femmes des Ouled-Naïm, c'est pas du tout dans la même violence que vous évoquez là tout à l'heure, ni Gouachan sur les Mozabites, ni Mathéo Gaudry sur les Aurès. Donc il y a quand même
un travail qui aurait pu se... je ne sais pas si vous avez été dans cette documentation, mais toute ma thèse, c'est sur cette histoire de la prostitution. Je m'étais étonnée au départ de voir que Étienne Dinet nous a complètement dénudés. Et moi, j'ai posé la question à ma famille, à toutes mes cousines, en leur demandant, mais à mes tantes, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont dit, tu travailles sur quelqu'un qui nous a Arana guerre. Alors, je me suis posé la question, je suis revenue chez moi et j'ai interrogé tout le monde. Et j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, il faut aller dans l'anthropologie pour essayer de comprendre cette histoire de carte postale, cette histoire de littérature, de peinture, etc. Donc, je n'ai pas du tout la même colère que vous. Je comprends parfaitement votre colère, mais moi, je suis issue de cette tribu. Donc, je verrai plutôt un regard complètement en contradiction avec ce que vous venez d'évoquer, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de mythes que vous avez rapportés, la femme de Zoubenaï qui va aller chercher, qui va aller se prostituer pour ramasser de l'argent et puis ramener l'argent, et puis l'histoire de la pauvreté économique. Non, il y a autre chose derrière tout ça. Donc il y a vraiment autre chose. Je vais très rapidement m'arrêter là parce que c'est vraiment mon travail, c'est sur lequel j'ai travaillé énormément. Et donc on peut également, parce que vous avez une interprétation de ces cartes postales, moi j'en ai une autre aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, donc je suis capable de me dire, eh ben, ces femmes-là, elles étaient libres. Ce sont des femmes libres. Et elles étaient dans une grande liberté que je respecte. Même si cette histoire de la prostituée notoire, etc., c'est une institution. Ce sont des institutions. Mais c'est une institution qui fait partie de mon patrimoine, qui fait partie de ma culture. Elle est là, elle existe. La cigarette, vous n'allez pas aller... la cigarette n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'avoir cette cigarette, même si elle est portée par ma grand-mère ou par... Non, les femmes fument, pourquoi pas? C'est une forme de liberté de toutes ces femmes, voilà. Sincèrement, je suis très heureuse que vous soyez là. La colère que j'ai, je pense que c'est aussi la colère que j'ai par rapport aux danseuses orientales américaines qui commencent la danse sur scène avec la cigarette. J'ai beaucoup travaillé sur les nails et je suis consciente de ce qui s'est passé avec la prostitution parce que j'ai des tas j'ai fait de la recherche là-dessus. Je vous remercie de donner votre point de vue parce que moi, c'est le fait que, vous savez, quand vous êtes seul à l'étranger et qu'il y a tous ces préjugés sur nous, je défends et je suis émotionnelle. Et il y a peut-être une certaine colère, mais je suis très heureuse que vous soyez là et je vous remercie pour votre intervention. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci. Alors, il y a deux choses qui m'ont interpellée. La première, à un moment donné, Amel, tu as parlé justement des déconstruisées de ces femmes qui ne se baignaient jamais, enfin qui ne se baignaient pas. En fait, on sait très bien que des photos ont été prises de femmes qui étaient complètement noircies, elles ne se lavaient, c'est pas qu'elles ne se lavaient pas, mais elles se mettaient des trucs qui sentaient mauvais, etc. C'est pour ne pas succomber justement aux militaires à l'époque. Et aussi, une deuxième chose, c'est que nous savons très bien que pendant la guerre, les Néiliettes, qui avaient la réputation d'être belles, jolies, ont été, bon, c'est ce qu'on disait, ont été utilisées aussi par nos militaires, par nos Moudjahidines, dans le but justement d'attirer, de piéger ces soldats français, évidemment à travers cette vision orientaliste voilà, qu'on avait de ces femmes-là. Donc je pense qu'il y a quand même des faits historiques qu'on ne peut pas réfuter, qui sont vrais. Et voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup. Question. Je voulais
savoir si ce même travail pouvait être fait sur des cartes postales avec des petits-enfants. Et si c'était les mêmes remarques qu'on pouvait retrouver. Je n'ai pas vraiment vu beaucoup de... Il y a des cartes postales avec les enfants. Subjectives. Oui, mais je crois que le travail n'a pas été encore fait. Et ça, ce serait intéressant, certainement. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis peut-être pas du bon côté ce soir parce que je suis européen, français et un homme. Mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est quand vous regardez les photos du 19e siècle, je fais beaucoup de photographies, elles sont toutes figées. À l'époque, il y a des techniques de photographie qui ne permettaient pas en fait, de capter, de figer les mouvements. Donc ça, c'est la première remarque que je fais. Après, sur le reste, il y a eu des grandes... Quand vous regardez l'histoire de l'Europe, elle s'est construite aussi autour de mythes. Hein. Il y a eu des mythes autour de la Chine, du Japon, de beaucoup de périodes. On a idéalisé beaucoup de choses. Il y a eu cette vision de l'apocalisme voilà, qui a été idéalisée aussi. Et comme vous trouvez là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de travaux qui ont été faits depuis. Il faut essayer de... C'est compliqué comme sujet, mais il faut prendre du... Il faut remettre les choses dans leur contexte, ce qui ne permet pas de les justifier, mais il faut travailler beaucoup voilà, ce sujet-là. Mais les photos sont probablement froides, figées pour des aspects techniques. Je ne dis pas que c'est une femme souriante, hein, mais je pense qu'il y a un aspect technique. Oui, c'est vrai, certainement. Et merci d'être là. Et le fait que travailler sur ces cartes postales, ça m'a permis de voir, pas seulement, moi je me concentre un peu sur le regard, parce que c'est le regard de ces femmes qui ont, c'est un peu le regard de ma mère, comme je l'ai dit, mais je comprends très bien qu'il y a toute une technique de l'époque, c'était justement ces cartes postales où on était complètement figé. Et je comprends très bien. Et merci d'être là. Merci. Ouais. Oui. Bonjour, c'est Kenza Kato, je suis journaliste et militante féministe en même temps. Merci d'être là. Oui. Oui, parle un peu plus fort pour oui. que tout le monde puisse vous... C'est bon, je suis arrivée un peu en retard, je ne sais pas si vous avez répondu à cette question ou pas. Ça vous a pris combien de temps cette recherche, premièrement? Et aussi, est-ce que cette recherche, ce travail aura à l'avenir? Est-ce que vous allez continuer justement cette recherche? Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Cette recherche a commencé depuis que je suis à l'étranger en collectionnant quelques cartes. Et ça continue parce que vous savez, c'est très intéressant dans mon milieu, surtout le milieu de la danse. Pour moi, je n'ai pas changé, j'ai toujours donné des conférences, mais ce n'est que maintenant que ces danseuses européennes ou américaines commencent à comprendre un peu le problème, la problématique. Et c'est très intéressant parce que ça s'est passé aux États-Unis grâce au Covid. On n'avait pas de festival, donc on n'était pas concentré sur la production d'un festival où chacun dansait sur scène. Et ça nous a permis de parler, de communiquer différemment. Pendant le Covid, moi j'enseigne aussi des langues. J'enseigne aussi bien le français que l'arabe, que l'allemand. Et il y avait un certain intérêt pour la langue arabe, des danseuses qui voulaient apprendre l'arabe. Et ça m'a permis aussi de parler de certains sujets. Et je me suis trouvée en ce moment aussi à enseigner l'algérien. Ce sont des femmes, certaines sont danseuses, certaines sont musiciennes, et elles sont intéressées à apprendre notre langue. J'ai aussi, juste avant le Covid, c'était la première fois que j'ai organisé un voyage en Algérie,
Et on était à peu près, il y avait une vingtaine, il y avait 18 américaines, européennes, de l'Autriche, d'Allemagne, qui nous ont rejoints. Et on a fait l'Est et le Sud. Et c'était vraiment fascinant parce que personne n'est tombé malade. On était obligé de partir juste un jour avant le Covid. Donc, si vous voulez, il y a eu beaucoup plus de discussions à cause du Covid, où on était dans Zoom, mais on pouvait aussi parler et exprimer certains problèmes, comme l'appropriation culturelle, qui est très, en ce moment, tout le monde aux États-Unis parle de l'appropriation culturelle. Pas seulement vis-à-vis des Américains indiens, vis-à-vis de différentes cultures. Et ça continue, je suis en train de continuer, parce que je suis très heureuse que la dame était là, parce que j'aimerais apprendre encore beaucoup plus. J'ai été à Boussaada, mais vous savez, Boussaada, c'est presque... J'ai été dans les années 80, c'était comme ils disent en anglais, boss land. Il n'y avait personne. Il n'y avait plus de danseuses femmes, c'était des jeunes adolescents masculins qui étaient en train de faire la danse, vous voyez. Donc il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. Mais pas seulement sur la carte postale coloniale, mais aussi sur l'appropriation culturelle. Merci. Oui. En vérité, c'est pas simplement. En vérité, c'est pas une question. C'est juste, on va dire, une réaction à ce que j'ai vu. Et franchement, de toutes les cartes postales, tout ce que j'ai vu, c'est de la soumission. C'est, alors, effectivement, pas un seul sourire. Peut-être, je dis bien peut-être, pour des aspects techniques, mais il y a le regard. Il y a le regard ne ment jamais. Et je vois dans ces regards de la révolte et comment dire, peut-être pas toutes, peut-être que certaines étaient, je sais pas, on va dire de mœurs légères et que c'était pour elles un jeu et tout. Mais on va dire pour la plupart, c'est femme-objet. Et à l'époque, femme-objet, homme-objet aussi, hein, c'était un butin de guerre. Donc voilà, il y a un rapport de colonisateurs vers des êtres colonisés, soumis. Après, voilà, c'est un héritage. Bravo pour votre travail, bravo pour le message. Merci. Et heureusement que ces temps sont loin derrière nous. Il reste encore du boulot pour les femmes, mais voilà, bon courage. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? C'est pas réellement une question, mais j'aimerais prendre la parole pour m'identifier à votre colère, justement. Car je la trouve légitime, juste parce que, de manière incontestable, on retrouve toujours les conséquences de ce patrimoine colonial. Et je me sens justement de parler comment retrouver le respect des femmes algériennes dans leur pays et dans le monde. Moi, je ne me sens toujours pas respectée aujourd'hui dans le monde et même dans mon pays, justement. Je vois notre identité nord-africaine effacée et les conséquences en sont lourdes. Donc, j'aimerais un peu ouvrir la parole sur cette question parce que moi, je trouve que la colère, c'est la moindre des choses. C'est pas, parce que ce n'est pas une colère virulente. Ce n'est pas une colère qui est née sans direction. Pour moi, c'est une indignation, c'est une indignation légitime, c'est une attaque, quand on attaque quelque chose que vous aimez, quand on attaque sa personne, ses proches, sa famille, ses ancêtres. Donc pour moi, l'origine de cette colère, c'est l'amour, justement. Merci. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien qu'on ouvre le débat pour toutes les femmes ici, parce que ma colère, c'était quand j'étais en Allemagne et je ne savais pas qui j'étais.
Et ça, ce n'est pas parce que j'étais une femme, ça se passe aussi pour les hommes. Après la guerre d'Algérie, on ne savait pas exactement qui on était. Et ça, c'était vraiment très très dur. Surtout quand vous avez une chose qui m'était arrivée en Allemagne, c'était vraiment très, très pénible, c'est que j'étais invitée dans des fêtes et pendant toute la soirée, tout le monde me posait des questions. Et c'était sur la polygamie, sur le voile. Et à la fin, je voulais seulement à être acceptée comme n'importe qui et avoir du bon temps. Et à la fin, je ne voulais plus partir parce que c'était les femmes et c'était aussi les hommes qui me bombardaient des questions. Et ça, c'était un peu quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Et ça s'est passé à l'époque, c'était bien sûr la polygamie et le voile. Et regardez-vous, parce qu'au courant, on faisait partie du monde arabe, donc on était exactement, voilà. Mais ce que vous disiez, ma colère, c'était aussi vis-à-vis de moi, parce que je ne savais pas qui j'étais. Je pense que c'est normal, mais en même temps, quand on a un peu effacé notre identité. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, justement, et pourquoi est-ce qu'il y a ce débat, c'est parce qu'on ne sait pas réellement, il y a tellement qui a été effacé, il y a tellement de mensonges qui ont été dits sur notre identité, sur notre histoire. Mais je pense que c'est ce qui est difficile, justement, c'est de déceler qu'est-ce qui est mensonge, qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est mythe, qu'est-ce qui est réalité. Mais vivre à l'étranger, vous êtes toujours l'émigré qui aimerait un jour retourner. Et mes amis me disent « Oh, mais tu as de la chance d'être parti ». Et moi, je leur dis « Vous avez de la chance d'être resté ». Et c'est ça le dilemme. C'est qu'on ne sait pas où être. Je me sens bien partout. C'est comme les beurs qui disent « Je me sens aussi bien dans mes baskets que dans les babouches ». C'est vrai, mais quand même, il y a un malaise qui n'est pas nécessairement de la colère. Ma colère, c'est vis-à-vis de l'ignorance qui devient de l'arrogance. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait continuer à s'exprimer au sujet de ce que... Salut tout le monde. En fait, c'est juste qu'il y a deux points de vue qui me semblent un peu différents, mais que j'ai envie de dire, ça enrichit le débat. Tout à l'heure, vous avez parlé de ces femmes qui dansaient, et enfin, en quelque sorte, elles étaient obligées de mettre un drap pour ne pas s'afficher devant l'autre, justement parce qu'elles étaient intimidées en quelque sorte. Justement, c'est que là, on n'assume pas en quelque sorte cette danse nue. D'accord? Et je me dis, à partir du moment où on n'assume pas, c'est qu'on n'est pas réellement libre. Parce que d'un autre côté, madame tout à l'heure, j'aimerais juste un peu... parce que là, on dit qu'elle dansait nue, du coup, c'était une affirmation ou bien c'était une forme de liberté. Mais si elles étaient réellement libres, pourquoi demander ou bien imposer qu'on mette un drap? Il y a un peu, c'est que finalement, elles étaient un peu plus soumises peut-être, elles n'assumaient pas, et c'était pas réellement de la liberté. Et peut-être avec la cigarette, je me dis encore une fois, c'était des mises en scène. C'est juste, enfin, si réellement ces faits-là, ils sont un peu, on va dire, documentés, le drap, etc., elle est où la liberté finalement? Et ça s'est passé aussi par rapport à d'autres pays, où ce mythe que l'Européen, avec tout mon respect pour monsieur ici, c'est que le regard, par exemple, il y a une autre danse qu'on appelle Sahraoui qui s'appelle Gebra. On dit que les femmes dansent nues. Les Awalim en Égypte, tout cet aspect orientaliste, elles dansent nues. C'est cette fascination de la nudité chez la femme que je trouve un peu exagérée. Et donc, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Si elle est vraiment libre, elle est libre dans ses actions, elle est libre dans sa danse, mais ça ne veut pas dire qu'elle est libre dans son corps de
d'exposer son corps devant n'importe qui. Et j'aimerais bien votre opinion là-dessus. Oui, encore une fois. Oui, en fait, c'est un peu compliqué, beaucoup plus complexe que vous l'imaginez. Donc, il faut situer les choses dans le contexte. L'apparition de la nudité des femmes, je dirais entre guillemets, des femmes des Ismaël, c'est apparu dans les années 20 et dans les années 20, mais dans les cabarets parisiens. Et il ne faut pas oublier que ces femmes, je veux dire que les femmes voyagent, que les femmes circulent. Et donc ce qui se passe dans les cabarets français, on peut le retrouver dans les cabarets algérois et en même temps aussi dans les cabarets de Boussaïda ou de Biskra. Parce qu'avant, Boussaïda, ce n'était pas du tout la première destination. C'est Biskra. La boîte est Biskra. Boussaïda vient dans les années vraiment où ça s'est vraiment développé, c'est plutôt les années 20. Mais avant, c'était Gézer, ce que vous avez évoqué comme artiste, comme producteur de ces cartes postales, et ils ont beaucoup plus travaillé et fait des choses sur Biskra. Donc je reviens un petit peu à cette danse-là de la nudité, c'est simplement qu'il y a un transfert de savoir-faire, c'est tout, qu'il y a un développement les femmes, elles ne sont pas enfermées, et il y a la circulation de toutes ces femmes-là. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose de tout à fait important, vous ne l'avez pas évoqué du tout, et en fait, ces cartes postales, la majorité dont on a dit qu'elles étaient des Oulek-Naïm, elles pourraient être des Juives. Et la seule possibilité de voir au niveau de ces femmes juives, c'est que les musulmanes, les Algériennes musulmanes, elles étaient tatouées. Par contre, les Juifs n'étaient pas tatoués. Voilà. Donc c'est aussi cette différence entre ces femmes prostituées, parce que c'est ça qui était au cœur de toutes ces questions-là. C'est l'institution, la construction de l'institution de la prostitution, qui n'était pas simplement coloniale. Elle a toujours existé. Dans la pratique algérienne, nous avons toutes sortes de femmes. Les femmes l'épouses, la concubine, il y en a une troisième, puis la célibataire, et voilà. Donc il y a toutes ces catégories de femmes qu'on a tendance à les oublier. On a l'impression qu'on est toutes dans des catégories de femmes sérieuses, voilà. Non, il y a de tout. Les femmes, qu'elles soient algériennes, ou qu'elles soient chrétiennes, ou qu'elles soient juives ou autre chose, ce sont des femmes. Elles ont des comportements de femmes. Elles peuvent être, comme on dit, dans le conformisme, parce que cette idée de conformisme et cette idée de manière de les voir, moi, ma grand-mère n'était pas comme ça, etc. Eh bien non, il y a des grand-mères qui fumaient, il y a des grand-mères qui chiquaient jusqu'à aujourd'hui, il y a des grand-mères qui dansent. Moi, vous pouvez me mettre là-dedans le bendir et les trucs, je me mets à danser hein, sans me faire prier. Donc voilà, donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a quelque chose qui a évolué dans les mentalités. Il y a aussi une construction du mythe. Donc là aussi, il faut le voir. Mais moi j'ai travaillé énormément sur cette histoire, les femmes quand elles se mettent nues, le gassab ou le bender, il se met le dos tourné, etc. Oui, c'est possible, mais c'est parce qu'il y avait une certaine manière de voir les choses à ce moment-là. C'est tout. Mais c'est une réalité anthropologique. C'est une réalité anthropologique que les Algériens ont vécue. Elles ne sont pas différentes de la Mistinguette, du cabaret de Montmartre. Non, c'est la même chose. D'ailleurs, elles ont été dansées là-bas. Les filles des Oulek-Naïm, entre guillemets, elles ont dansé dans les cabarets de Montmartre. Oui, voilà. Même je pense que il y en a une américaine qui a vécu à Boussaïda, et donc j'ai travaillé sur son œuvre, et cette américaine, elle a peint des femmes de Boussaïda, aussi danseuses, avec des portraits très suggestifs, etc. Donc, c'est pas simplement cette histoire quand vous mettez la carte postale coloniale, ça va,
Donc, 1962, ça fait 60 ans, on peut avoir un regard complètement différent. Merci. Les pensées que vous avez stimulées dans ma tête, votre conférence et aussi les réactions de la salle. Et donc je me suis dit, bon, si j'ai bien compris, c'est un petit peu la question de « mais en fait, qui je suis ?» qui vous a mené à la recherche peut-être de l'identité source. Et donc vous êtes allé, c'est ce que vous avez montré, de comment cette identité source a été masquée dans ces cartes postales, masquée, transfigurée, transformée, même comment... faussée, voilà, faussée, oui. Et je me dis donc, voilà, et on met ça sur le compte du colonialisme, donc d'une invasion. Et qu'en est-il, parce que je voudrais vous raconter une petite anecdote, qu'en est-il de l'invasion qui est venue après? Pour moi, c'est une invasion qui est venue de l'Extrême-Orient, et qu'on s'est retrouvé à notre identité, c'est porter le hijab, porter le djellab, ce que je n'ai jamais senti ni dans mes tripes, ni dans mon histoire familiale, ni dans mon histoire nationale. Le haïm n'existait pas. Comment? Le haïm n'existait pas aussi. C'est un habit différent. Ce n'est pas le hijab. C'est un habit différent. Ce n'est pas le hijab. Pour moi, il y a une parenthèse. Je peux terminer ou s'il vous plaît, demander la parole. Oui, j'ai demandé la parole, alors s'il vous plaît. Et puis, sinon, je vais perdre le fil de mes idées. En fait, moi, j'ai pensé aussi, tiens, mais il y a l'identité source, mais l'identité est toujours en mouvement, toujours en évolution, en devenir. Donc, moi aussi, ça m'intéresse, notre identité. Donc, en fait, elle est en train de devenir quoi? Je crois qu'il y a eu un éclatement des identités, il n'y en a peut-être pas une seule, il y en a diverses, elles sont diverses. Et je voudrais juste vous raconter une petite anecdote où il y a une vingtaine d'années ou quoi, j'ai été en formation dans un pays étranger, nous étions deux, j'étais la plus âgée et ma collègue, plus jeune que moi, peut-être moins d'une quinzaine d'années, portait le hijab. Et donc, dans le groupe, c'était un groupe de formation multinationale, il y avait des personnes de différents pays. Donc quand ils nous ont vus, ils ont vu la moderne, parce que je ne portais pas le hijab, et la traditionnaliste en ma collègue, parce qu'elle porte un hijab. Et ensuite, il y avait un petit exercice très intéressant pour mieux se connaître dans le groupe, donc pour construire la dynamique de groupe, où on devait présenter quelque chose de notre culture. Et je ne sais pas comment, moi j'ai eu envie de présenter le haïk. Hein? Donc que je reconnais comme faisant partie de mon identité culturelle. Il fallait faire des petites scènes. Donc je me suis débrouillée une nappe pour me faire un haïk, un jar, et à expliquer comment la femme portait le haïk, comment la dame âgée le portait, comment les jeunes femmes qui voulaient se faire remarquer le portaient, etc. Que même dans le port du haïk, il y a toute une féminité qui s'exprime. Et ensuite, là, ils ont dit, mais on s'est trompé. La traditionnaliste, c'est celle-là. Et l'autre, et j'ai expliqué donc comment le haïk maintenant n'existe plus et que maintenant il y a cette arrivée du mouvement islamiste qui a fait que les femmes se mettent à porter de nouvelles tenues. En fait, que le hijab, ce n'est pas une tenue traditionnelle, c'est une tenue moderne. Pour moi. Merci, merci pour votre commentaire. Et là, pardon, c'était juste pour aller dans le sens de ce que disait Bakaroum, dans le cadre de l'institution. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on explique l'existence de cette institution Abu Saada, qui explique l'arrivée d'Étienne Dinet, d'Étienne Assadine Dinet, à Abu Saada. Non, on disait que c'était un peu pour cette raison qu'il s'était installé à Abu Saada pour pouvoir peindre des femmes en particulier, parce qu'il savait qu'il aurait peut-être un peu plus de facilité
pour pouvoir les peindre. Tu n'es pas d'accord avec ça? Non. Alors explique, s'il te plaît. Ah oui, non, mais c'est un autre sujet. C'est une théorie. C'est un autre sujet. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, l'institution de l'espèce de Ah liberté. non, il n'a jamais fréquenté la rue des Ouménaïs. Il n'a jamais fréquenté, il n'a jamais été... Comment il a pu les peindre? Lui, Il représente dans sa peinture. Lui, c'est modèle. Ah, s'il vous plaît, laissez les autres parler un petit peu. On a demandé le micro, donc. Voilà, lui, il a envie de parler. Déjà, j'ai l'impression qu'on comprend déjà la prostitution en elle-même, qui existe dans toutes les sociétés, et comment on conforme des gens à ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire le metteur en scène conforme celui qui filme ou alors celui qui le photographie à ce qu'il attend de lui. Le terme qui a été utilisé était celui de reflet, et c'est exactement ça, c'est en fait le reflet de celui qui filme. On le voit maintenant dans la télévision, dans le cinéma, comment on représente ce qu'on attend d'une personne, et non pas ce qu'elle est. Donc, qu'il y ait de la prostitution, on le sait, mais ces photographies indiquent comment, en fait, indiquer plus ce que celui qui photographie attend de l'autre, plus que ce que l'autre est. L'autre chose sur le haï, je viens d'une région de Tiaret, et tout le monde portait le haï. Il y avait juste la génération qui, juste après le déclenchement de la guerre, qui ont été considérés presque comme des citoyens normaux, qui ont donc étudié avec les Français, etc. Et souvent, c'est ceux qui sont nostalgiques de la colonisation, c'est cette petite génération de 55 jusqu'à 62, et qui, par la suite, ont eu une vraie influence française, ont vécu et été influencés par le yéyé français, etc. Mais petit à petit, la société est revenue vers ce qu'elle était, parce qu'elle n'a pas entamé elle-même son processus un processus d'évolution. Et progressivement, elle est revenue ce qu'elle était. Et le voile, en fait, est juste l'évolution du haï. On dit qu'il est externe, mais il n'est pas externe. Pour moi, au contraire, ça a été un processus d'émancipation de la femme. Parce que le haïk était très, très difficile à porter. Je me rappelle que mes tantes, elles le portaient avec les deux mains avec un seul. C'est une forme de... Merci pour votre commentaire. J'aimerais seulement dire que c'est toujours quand je parle des cartes postales coloniales, on finit toujours par parler des blés, mais pas de... Moi, je voulais donner une idée, englober un peu ce qui s'est passé avec... C'était pas seulement les reliefs, il y avait les morasses, qu'on appelle morasses, et c'était en général les femmes. Bien sûr que c'était à une période bien donnée. Je sais que beaucoup de choses ont changé, mais le fait que votre réaction, la réaction ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai l'impression que je suis là, ma présentation n'est pas figée, je suis toujours en train de travailler là-dessus, je veux avoir plus d'informations. Ce n'est pas Étienne Binet ou les Neiliettes. Pour moi, ça englobe la femme algérienne et par quoi elle est passée. Et j'aimerais que cette période, on a reçu ces cartes postales qui sont, bien sûr, la danseuse avait peut-être raison qu'on a gardé quand même ses costumes, mais ces costumes existaient chez nos ancêtres, chez nos grands-mères, etc. C'est juste prendre conscience qu'il y a eu dans l'histoire un abus,
et que ce serait bien de le savoir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette histoire. Comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut changer. Parce que le problème d'identité, moi quand je vous ai parlé de ma colère, c'est de ne pas savoir qui j'étais. C'était ça la première colère que j'avais, c'est vis-à-vis de moi-même, de ne pas savoir qui j'étais. Parce que, et c'était finalement ma solution, c'est de lire, d'essayer de savoir qui j'étais. Et ça c'est ma décision, ma propre décision. Et vous pourriez faire autre chose, mais le fait de parler de des cartes postales coloniales, c'était quand même une certaine histoire dans notre... C'était une expérience et une histoire qu'on doit aussi... on doit prendre conscience de cela, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester figé là-dessus. Il faut qu'on continue à changer, il faut qu'on continue à trouver le hijab ou le hijab. Moi, je sais que bon, c'est un débat très important en ce moment. Moi, j'aime la tradition. Mais j'aime la tradition, une tradition qui peut aussi évoluer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut maintenir la tradition, mais il faut aussi vivre dans notre époque, dans notre siècle. Je leur dis, quand je suis aux États-Unis, je suis aussi une femme moderne. Je suis aussi une femme qui aime bien danser la salsa ou faire du rock'n'roll ou voyager. Vous voyez, je ne veux pas être figée dans un produit. J'ai été un produit culturel assez longtemps. Je veux garder ma tradition, mais je veux quand même vivre dans mon époque. Et ça, c'est ma réponse pour moi-même. Je ne veux pas être tout le temps en train d'être en colère, parce que la colère ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, on peut avoir un dialogue. On peut avoir un dialogue avec vous, on peut avoir un dialogue pour essayer d'avancer au lieu de reculer. On a besoin d'avancer. Et c'est là où j'aimerais terminer, parce que, vous savez, je dois finir ma valise, parce que je parle juste deux dernières questions. On ne peut pas aborder ce sujet sans réfléchir aussi au contexte historique que vous avez mentionné, mais contexte historique de l'autre côté. Qu'est-ce qui explique ce fantasme, ces fantasmes des orientalistes? Il y a eu des femmes qui ont voyagé aussi, je parle de celles par exemple qui ont voyagé vers l'Inde, comme les Anglaises, etc., qui ont pas mal écrit. Alors, qu'est-ce qui se passait, je parle de l'autre côté, dans la société européenne, qui explique ce désir d'aller chercher quelque chose qui est facile, mais qui n'est pas vraiment vrai, hein, qu'ils essayent de créer, parce que, certainement, peut-être qu'on était dans une société puritaniste en Europe ou un truc comme ça, où il y avait des choses qu'on voulait changer, il y avait des choses qu'on voulait voir. Et on essaye de créer. C'est ce qui s'est passé avec les orientalistes peintres, avec les photographes, etc. C'est chercher quelque chose qui en fait n'existe nulle part, hein. Ni chez nous, ni en Europe, mais on veut créer quelque chose qui stimule, voilà. Je pense qu'il faut voir aussi cette naissance de ce désir d'exotisme, ce désir de fantasme, etc., en Europe, qui peut expliquer un peu ce qui se passe. Merci Fatma. Moi je dirais le 19e siècle, si vous pensez à Baudelaire et à cette époque, il voulait un Orient. Et l'Orient c'était quelque chose de différent, parce qu'il n'était pas très bien dans leur propre société. Et c'est toujours... moi quand j'étais petite, j'étais fascinée par la Scandinavie. La Scandinavie, c'était l'exotisme pour moi, parce que c'était complètement différent d'ici. Donc, vous savez, on est tous fascinés par une culture ou une autre, et c'est humain. Mais ce qui s'est passé avec l'orientalisme et tout ça, il y a eu des peintures extraordinaires, il y a eu dans le contexte, exactement, il y avait un contexte en Europe, certainement. Juste un mot, un peu quand même. Oui. Les images qu'on a produites à l'époque,
et qui était donc destiné vers l'Europe, vers la France notamment, c'était voulu, l'objectif, c'était pour encourager, donner cette image de la femme algérienne. On disait, voilà, la femme facile, etc., pour encourager la colonisation. Et aussi pour le tourisme. encourager les gens à venir. Oui, chercher voilà. ce qu'ils n'ont pas. Eh bien oui. Merci bien. Juste un tout petit mot là, pour éviter de faire la reproduction du mythe de Ouled Naïl. J'aimerais que vous mettiez le terme Ouled Naïl entre guillemets. Moi je le fais tout le temps, entre guillemets, pour parler de ces problématiques de prostitution, de représentation, etc. Parce que la tribu des Ouled Naïl existe. Elle est énorme. Elle va de Biskra jusqu'à la Goine, jusqu'à Djelfa, le cœur c'est Djelfa, et jusqu'à Tiaret, Moussaïda, englobé en France. Juste ça. Ça, ce serait une autre conférence. Voilà. Merci beaucoup, Abel. Alors, c'est l'heure des réjouissances, il y a un café et quelques douceurs à côté. On va peut-être prolonger la discussion à côté, si vous voulez bien. Merci beaucoup.